Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas nécessairement. Merci. Bonjour à vous, ODH Note, auditeurs ou simples curieux qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France. Au sommaire de cette édition, dans le courrier des ODH Notes, c'est Jean-Louis Lagneau, directeur de la revue LDLN ou Lumière dans la nuit, et Didier Gomez, ufologue du département du Tarn, qui y répondent. Dans les astuces du veilleur, Rémi Fauchereau, ufologue, président de l'association d'études des phénomènes aériens, membre du SAU et reporter ODH TV du département de l'Yonne, vous parle de différents outils pour l'éveiller. Dans la rubrique Culture OVNI OVI, vous retrouverez Sylvain Matisse, ufologue ou usologue, spécialiste des objets aquatiques non identifiés, et Guy Coatan-Roch de la Gazette de l'UFO. C'est à la question de cette édition avec Alain Blanchard, ufologue et président de l'association OVNI Pyrénées. Nous passerons par la suite à la deuxième partie de cette édition, Actu ODH ou Actualité OVNI OVI dans l'histoire, avec Jean-Louis Lagneau qui vous parlera d'une enquête récente, et Jean-Jacques Jaillat, ufologue, qui vous partagera son témoignage. Je suis actuellement dans le département de l'Ardèche, sur la commune de Saint-Péray ou Péray, juste à côté du magnifique château de Crussol, que je vous conseille de visiter si vous passez dans le coin. Donc comme vous l'avez bien compris, nous allons nous intéresser dans ce dossier, une nouvelle fois, aux observations d'OVNI dans le département de l'Ardèche. Pour vous aider dans la lecture et la compréhension des différentes informations et témoignages partagés dans ces épisodes, il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que lorsque c'est simplement un recueil de témoignages où il n'y a pas eu d'enquête, il y a marqué ici « recueil ». Lorsqu'il y a eu enquête, il y a marqué « enquête » en bas à gauche, il faut quand même préciser. Lorsqu'il y a eu une contre-enquête, eh bien tout simplement il y a marqué « contre-enquête ». Pourquoi faire ceci ? Simplement pour vous aider. Certes, souvent, les ufologues, les enquêteurs parlent s'il y a eu simplement un recueil de témoignages ou pas. Mais des fois, pas du tout. Et vous êtes tout simplement perdu dans les différentes informations partagées dans ces épisodes. Alors, pour vous éviter de faire plein de recherches dans les différents LDLN diffusés sur le serveur de l'affût ou même sur les sites internet ou livres, ça serait peut-être bien de vous aider quand même. Deuxième rappel. Nous comprenons tout à fait que certains puissent ne pas apprécier une personne ou les propos d'une personne interviewée. Mais si nous devions, avant d'interviewer un ufologue ou toute autre personne s'impliquant dans notre domaine, prendre en compte les goûts, les amitiés ou inimitiés, les rancœurs de chacun, les conflits des uns et des autres, il est fort à parier que nous n'aurions plus personne à interviewer. Et n'oubliez pas deux choses importantes, chers ODH Notes, le respect et la tolérance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Comment était l'ufologie en temps de Covid ? Difficilement appréciable. La difficulté, c'est que pendant toute cette période, on était quand même beaucoup restreint pour les déplacements. Ce qui fait que malheureusement, on a pu avoir des cas à étudier, mais toutes les personnes qui auraient pu faire les enquêtes de terrain n'avaient pas la possibilité de se déplacer. Ensuite, il y a eu le fait que lorsqu'on a pu se déplacer, tous les enquêteurs n'étaient pas vaccinés ou n'avaient pas l'envie de faire un test PCR ou antigénique. Et ça a créé encore des dissensions ou des problèmes par rapport à tout ça. Et j'espère que maintenant le Covid sera un peu plus oublié et qu'on n'aura pas une 5e, 6e, 7e vague et qu'on ne sera pas de nouveau confiné. Comme ça nous permettra peut-être de recontacter les gens qui ont pu nous faire des témoignages pendant toute cette période et pouvoir enfin les rencontrer. Mais ça a été très très compliqué, même pour tout le monde.
Ben, c'était je pense, un peu compliqué pour tout le monde, mais moi, ça m'a permis, j'essayais toujours de tirer le mieux le côté positif de cette période-là. Et moi, j'en ai profité pour lire des tas de livres, quasiment tous les 3 jours. Je lisais un livre, puisque j'avais quand même pas mal de retard par rapport à tout ce que j'ai comme bouquin dans ma bibliothèque. Et puis, j'ai aussi profité pour commander quelques bouquins qui étaient sortis les mois précédents. Du coup, voilà, j'ai rattrapé un peu mon retard. J'ai dû lire en quelques mois, j'ai dû lire une trentaine de livres. Donc voilà, j'ai mis à profit tout ça. Et puis ensuite, j'ai aussi utilisé mon temps pour écrire le livre avec Stéphane. Tu as depuis hier un PC chez toi, Oui. qui est comme une véritable tour de contrôle. Oui, Alors oui. qu'est-ce que tu as dedans qui pourrait te permettre pour il y a- l'éveiller Il ou y a autre? beaucoup de... Bon, il y a Stellarium, il y a Orbitron, il y a des logiciels comme le trafic routier, le trafic aérien, Flight Radar 24, il y a la météo, il y a Even Above, il y a beaucoup de choses. Et donc moi ça m'intéresse parce que ça me permet de voir ce qui se passe vraiment dans le ciel à une date et à une heure donnée, surtout qu'on peut remonter en arrière, etc. Et donc ça me fait, comme tu dis, une petite tour de contrôle. À partir de chez moi, je peux faire une veillée tranquille et utiliser spécialement cet ordinateur-là qui est réservé à l'AEPA. À l'association, l'AEPA, avec tout ce que tu m'as installé dessus, parce que je ne savais pas l'installer. Et puis donc là, réserver cet ordinateur-là pour les veillées de l'AEPA. Ça, c'est utile, oui. Pourquoi as-tu mis le infotrafic? Infotrafic, ça c'est... oui, pour les axes de communication. Ben, c'est parce que s'il y a un accident, etc., ou quelque chose comme ça sur une route, il peut y avoir toute une équipe de secours qui arrive avec des lumières de toutes les couleurs, des bleus, des rouges, des blanches, et des hélicoptères, du SAMU ou des pompiers ou de la sécurité civile. Et donc tout ça, ça peut faire des méprises. Et donc on est renseigné tout de suite sur le lieu. Si quelqu'un me dit j'ai à tel endroit j'ai vu ça, on peut aller voir sur Infotrafic. On voit s'il y a une catastrophe ou quelque chose comme ça, un accident ou autre, et puis ça permet de donner des informations en temps et en heure de manière précise. Moi j'aime bien la solidarité entre chercheurs et aussi auteurs, maintenant que je suis auteur. Renaud Benoît nous a fait connaître grâce à son livre Le Triangle de la Burle, nous a fait connaître cet endroit. Grâce à lui, nous lui devons l'Ardèche et l'Haute-Loire. C'est une magnifique région au niveau visuel, au niveau touristique, et c'est chargé aussi de mystère. Donc nous adorons l'Ardèche. Avec Emmanuel, nous adorons, surtout côté Haute-Loire, côté Mézinc, etc. Je recommande aussi les 2 bouquins de Sylvain Matisse, si vous ne les avez pas. On en a assez parlé pas assez parlé sur Internet, dans nos sites de Facebook. C'est quand même nouveau et c'est très intéressant, les ovnis qui se baladent sous la flotte. As-tu déjà réalisé des veillées? Oui. Oui, avec notre groupe, on en fait. On va refaire cet été avec Omni Pyrénées. Mais sinon, à l'époque, j'en ai fait aussi. Quand il y a l'opération Série 4, ça nous arrive aussi. Tout dépend du temps, c'est pareil. Nous, en montagne, c'est vrai que c'est pas évident. C'est quand c'est dégagé que tu peux pas. Même si c'est nuageux, il n'y a pas besoin qu'il fasse beau. Même s'il n'y a pas d'étoiles, c'est nuageux. Bien au contraire. Je vous encourage à y aller parce que s'il y a une lumière qui apparaît, là tu sauras que c'est en dessous des nuages. Donc ce sera plus facile peut-être à identifier. Passons dès à présent à la deuxième partie de cette édition, l'actualité OVNI en France. Je souligne
que ce sont les dernières notifications ou les rapports d'observation reçus dans les associations ou chez les ufologues. Ces observations peuvent, je le précise, dater de quelques années. Mais passons à présent à ces actualités. J'ai une question pour toi, Jean-Louis. Peux-tu nous parler d'une enquête que tu as menée dernièrement ? Alors l'enquête qui est toujours en cours d'ailleurs, parce que je vais faire une deuxième enquête complémentaire prochainement, je pense vers décembre ou janvier, avec vous d'ailleurs peut-être, concerne un 5 novembre 90 qui a été observé dans l'Oise. Et je peux vous dire que les 5 témoins que j'ai récoltés actuellement sont fortement troublés par ce qu'ils ont observé. Et donc je vais continuer à faire cette enquête parce qu'il y a plein d'éléments que j'ai réussi à recueillir et plein d'éléments qui sont encore troubles dans le témoignage et qui pourraient apporter d'autres références et d'autres références à l'ufologie bien connue dans l'ufologie française. Que j'ai faite avec ma compagne il y a à peu près 3 ans, où on était sur notre balcon et on a vu au début, ça pouvait sembler être, c'était gros comme une grosse étoile à peu près, c'était la nuit, gros comme une grosse étoile qui se déplaçait à peu près horizontalement. Et ça aurait pu être un satellite ou même un avion vu là. Et soudain, cette étoile s'est arrêtée. Elle s'est immobilisée dans le ciel. Et à ce moment-là, une seconde étoile est arrivée à peu près du même endroit que la première. Elle s'est immobilisée un peu plus loin que la précédente. Je crois un peu en dessous, un peu au-dessus. Il faudrait que je reprenne. J'avais écrit. Une troisième est arrivée. Un certain nombre comme ça, et ça s'est immobilisé. Et finalement, c'est resté comme cela, c'était devenu une constellation. Ça imitait une constellation que j'ai pu identifier d'ailleurs après. Ça, c'est connu, je ne suis pas le premier auquel c'est arrivé, ce genre de choses. Donc là, j'ai pensé que c'était un mimétisme de constellation. Mais à un moment, et c'est ça qui est troublant, c'est la vraie constellation qui était en place, forcément. Et on peut même se demander, je ne vais pas entrer dans les détails, comment se fait-il que cette constellation n'était pas visible avant ? Il s'est passé quelque chose là, probablement, il y a eu un lien avec l'esprit. Je vous retrouve à présent sur un plateau karstique, non loin de magnifiques dolmens. Toujours en Ardèche. Passons dès à présent à la 3e partie de cette édition, le dossier. Nous allons nous intéresser une nouvelle fois aux observations d'OVNI dans ce département. Y a-t-il beaucoup plus de rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type, du troisième type, voire des cas dits particuliers ? Il y a eu par le passé, ici, une rencontre rapprochée du deuxième type assez particulière qui, d'après l'ufologue Eric Zurcher, il y a eu une sorte de missing time. Nous verrons d'ailleurs ce cas dans la rubrique cas particulier, c'est-à-dire après vous avoir énuméré la carte des observations d'OVNI dans ce département, mais également les rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type et les cas particuliers. Donc passons dès à présent au dossier de cette édition, les observations d'OVNI dans le département de l'Ardèche. Avant de commencer ce dossier et de vous partager la carte des observations d'OVNI ou PAN dans ce département, je tiens à vous signaler que cet épisode est un complément d'information au précédent dossier diffusé en décembre 2012 et en août 2013 sur la chaîne YouTube ODH TV Archives, dont les liens sont affichés en dessous de cette vidéo si vous désirez avoir plus de détails.
Ainsi, ce complément d'information va vous partager des cas d'observation d'OVNI dans l'histoire de l'Ardèche, rassemblant des cas de type rencontre rapprochée du premier type, deuxième type et troisième type, autant dire des cas de pans C et D. Pour finir sur les méprises, autant dire les pans A et B. Et le dossier se terminera par les interventions de Gilles Durand qui vous parlera des associations ufologiques qu'il y a eu dans le département de l'Ardèche. Et également des associations dans le département de la Drôme pour ainsi faire une sorte de comparaison entre les deux départements. Le phénomène OVNI ou PAN dans le département de l'Ardèche est essentiellement constitué de LN, DD et rencontres rapprochées du premier type, en blanc sur la carte. LN pour observation d'un phénomène de nuit à plus de 150 mètres du ou des témoins, DD pour disque diurne, observation de jour d'un phénomène dans le ciel à plus de 150 mètres du ou des témoins. Et pour les rencontres rapprochées du premier type, observation d'un phénomène à moins de 150 mètres du ou des témoins. Il y a eu quelques rencontres rapprochées du deuxième type, en jaune sur la carte, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol. Quelques rencontres rapprochées du troisième type, en vert sur la carte, c'est-à-dire observation d'un objet ou non, avec la présence d'un ou de plusieurs personnages. Et pour ce qui est du point violet sur la carte, cela signifie les RRA, autant dire les rencontres rapprochées aériennes, observation depuis un avion d'un phénomène insolite dans le ciel. Nous sommes actuellement à Saint-Ciergue en montagne. À Saint-Ciergue en montagne, il y a eu un crash d'avion, non loin d'ici, et également il y a eu des témoins qui ont observé un phénomène lumineux dans le ciel de Saint-Ciergue. Nous allons tout de suite passer au développement de ce témoignage. Le 15 octobre 1954, depuis la commune de Saint-Ciergue en montagne donc, un témoin observe de sa fenêtre, de très bonne heure, un objet à haute altitude très brillant. Il avait une forme ronde, mais par intermittence une forme allongée, et renflée se distinguait sur la boule sphérique. Il disparut au bout de plusieurs heures. D'autres témoins signalaient. Source, le Dauphiné libéré. Le 21 juillet 1979, depuis les communes de Pranles et Les Ollières, observation par deux groupes distincts de témoins d'un phénomène lumineux stationnaire de couleur jaune-orange, projetant un faisceau bleu tournant régulièrement à 360 degrés, phénomène étrange de consistance moyenne ou forte. Ce cas a été classé PAN D sur le site du GEIPAN. Je tiens à vous signaler que je vous ai partagé le résumé de cette observation. Si vous désirez en savoir plus sur cette affaire, je vous invite à aller sur le site du GEIPAN et à consulter le PV de gendarmerie et le rapport d'enquête. Les liens sont affichés en dessous de cette vidéo, dans la partie description. Vous verrez cas de Pranles, 21 juillet 79. Nous allons vous évoquer un témoignage qui s'est passé au Béage. Béage qui se trouve sur la route entre Issarlès et le Mont Mézin. Dit-on qu'une bergère aurait vu une fois, il y a fort longtemps, ça doit remonter peut-être à avant la Seconde Guerre mondiale, un groupe de lueurs suivre le cours d'eau du Gage. Le 26 novembre 1993, entre 7h15 et 8h15, depuis la commune de Saint-Sauveur de Montagu, un témoin observe pendant près d'une heure une boule jaune semblant se consumer. Au bout d'une heure, la boule est partie rapidement en laissant derrière une trace noire. L'enquête menée n'a pas permis d'identifier cette boule, un aéronef civil ou militaire, ni d'un ballon. Le phénomène reste inexpliqué. Ce cas a été classé PAN D sur le site du GEIPAN. Je vous retrouve à présent dans le département de l'Ardèche, sur la commune de Montréal, qui était un endroit où il y a eu une affaire assez particulière de phénomène OVNI. Une affaire qui s'est déroulée dans les années 30, où il y a eu donc une rencontre rapprochée du deuxième type avec un espèce de grand cône, assez grand, d'après les enquêteurs,
j'ai enquêté sur un cas très important, une RR2, qui s'est déroulée au début des années 30, le 15 avril 1930 en fait. Donc le 15 avril 1930, le témoin se lève de bonne heure pour donner à manger aux bêtes. Il sort dans la cour et observe une vive lueur du côté opposé à cette dernière. Il s'approche, pousse le portail et découvre à quelques mètres devant lui un objet de forme conique émettant des rayons très lumineux, éblouissants. Au bout d'un petit moment, l'objet s'élève doucement à la verticale. L'objet devait avoir une base de 6 à 7 mètres pour 12 mètres de haut. Le sommet était légèrement arrondi. L'herbe, à l'endroit où l'objet était posé, resta aplatie quelques heures avant de se redresser. Un voisin qui se trouvait sur son balcon a aussi vu le phénomène. Source, le site Base OVNI France et Lumière dans la nuit. Le dessin a été réalisé par l'ufologue Éric Zurcher. Dessin réalisé pour le livre Les apparitions mondiales d'humanoïdes. Ce cas, qui est très important, qui a laissé des traces au sol, montre que le phénomène était déjà là, à bas bruit, sans se faire beaucoup remarquer, d'autant plus qu'il n'y avait pas de cadre cognitif. Il était en dehors de toute grille d'analyse. Ce qui explique d'ailleurs que dans les pays à tradition catholique, il a souvent été interprété comme ce qu'on appelle dans le langage une BVM, souvent une apparition de la bienheureuse Vierge Marie, ou des phénomènes de type religieux, voire occulte. Et ces cas sont sortis après-guerre. Toujours pour cette histoire de cadre cognitif. Les gens n'ont pas parlé, ils n'ont pas compris ce qu'ils ont vu. Mais après la guerre, à partir de 1947, là, on a commencé à parler de soucoupe volante. Et là, ils se sont dit, est-ce que c'est pas ce truc que j'aurais vu? Est-ce qu'il n'y aurait pas une relation? Et c'est là qu'on a entendu parler de ces cas. Mais on en a entendu parler 10-15 ans après. Okay. Et souvent, c'est plus des récits que des enquêtes. Passons dès à présent aux observations expliquées, c'est-à-dire au pan A et pan B, qu'il y a eu dans le département de l'Ardèche. Le 1er octobre 1987, depuis la commune de Vernoux en Vivarais, vers 2 heures du matin, un automobiliste et son fils aperçoivent dans la campagne plusieurs lumières distantes de plusieurs mètres. Cette même observation se répète lors de 3 arrêts successifs. L'enquête démontrera qu'il s'agit des phares et de 2 projecteurs de 40 watts d'un camion citerne équipé spécifiquement à l'arrière pour le ramassage du lait. Ce cas a été classé pan A sur le site du GEIPAN. Le 24 septembre 1990, depuis la commune de Privas, vers 22h15, 5 témoins sont intrigués par 3 boules lumineuses, blanc-jaune, à contours flous, comme vues à travers les nuages. Un 6e témoin habitant dans une localité voisine indique que ces lumières étaient le reflet sur les nuages de 3 gros projecteurs posés au sol. Ce cas a été classé pan A sur le site du GEIPAN. Au village de Sampzon ou Sanzon. Et ici, comme vous pouvez le voir, vous avez une vue magnifique sur tout l'arrière ardéchois, les monts Lozère, le Tanargue et bien sûr, par là-bas, la Burle. Ici est un bon spot d'observation du ciel, puisqu'on voit à 180 degrés le secteur. Ce secteur-là, du Tanargue à la Burle. Le 18 octobre 1992, depuis la commune de Féline, vers 22h, un couple en voiture observe une, puis 2 lueurs clignotantes, stationnaires et à faible altitude. Les lueurs étaient orange, avec une lumière blanche et tournaient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une forme sombre se situait sous les lueurs. Au bout d'une dizaine de minutes, ces lueurs ont fini par partir en se déplaçant très lentement. Bien que l'observation était silencieuse,
il est très probable que les témoins ont vu les feux de 2 hélicoptères en vol stationnaire qui se sont ensuite éloignés. Ce cas a été classé PAN B sur le site du GEIPAN. Le 1er décembre 2004, depuis la commune d'Annonay, vers 19h30, un témoin observe dans le ciel une boule blanche fort lumineuse qui descend à très grande vitesse. Avant d'atteindre le sol, cette boule se transforme en un petit point rouge et disparaît. Un autre témoin, militaire en repos, observera également ce phénomène qui lui fait penser à une fusée éclairante. Les témoins ont probablement observé une rentrée atmosphérique. Ce cas a été classé PAN B sur le site du GEIPAN. Je vous retrouve à présent à côté du magnifique château de Saint-Michel de Boulogne que nous avions vu dans de précédents épisodes sur DHTV. Le 7 janvier 2013, le témoin se trouve au point culminant du col de l'Escrinet, depuis la commune de Saint-Étienne de Boulogne, lorsqu'elle aperçoit dans le ciel un phénomène lumineux, couleur feu, avec une traînée jaune et large qui traverse le ciel d'ouest en est, dans une trajectoire horizontale. D'autres témoignages apparaîtront dans la presse. Étant donné les récits des témoins, le phénomène observé est très probablement la rentrée dans l'atmosphère d'un débris de satellite, peut-être issu du satellite Iridium 33. Ce cas a été classé PAN B sur le site du GEIPAN. Je tiens tout de même à vous signaler que nous avons sélectionné que quelques cas de PAN A et PAN B sur le site du GEIPAN. Bien sûr, il y en a eu d'autres. Il y a eu des méprises avec la Lune, avec Vénus, avec Jupiter, avec des rentrées atmosphériques et des avions en phase d'approche. Il ne faut pas oublier aussi que dans le secteur, il y a des bases aériennes militaires. Bien sûr, il y a eu beaucoup plus d'observations d'OVNI de PAN A, B, C et D dans le département de l'Ardèche. Nous vous en avons sélectionné quelques-uns. Je vous invite d'ailleurs à consulter la base de données du GEIPAN, de Base OVNI France et d'ovnifrance.fr. Tout comme pour les autres études autour des observations d'OVNI et d'OVI dans l'histoire d'un département ou d'une région, concernant le département de l'Ardèche, il faut voir s'il y a eu des associations par le passé, s'il y a eu des enquêteurs. Est-ce qu'elles ont fait un travail de recueil ou un travail d'enquête ou simplement un travail de publication dans leurs magazines associatifs ou autres? Donc intéressons-nous à présent aux paramètres présence d'ufologues et d'associations. Il y a 5 associations répertoriées à ce jour. Il y a l'AMT, l'AMT étant Drôme-Ardèche, là donc AMT 07, délégation Ardèche, donc AMT, Association des Amis de Marc Thirouin, qui fut pendant un temps, enfin, qui fut quelque temps l'association représentative du CUFOS France. Voilà. Elle était donc, on en a parlé tout à l'heure, le responsable était Michel Dorier et David Duquesnoy, tous deux décédés. Elle avait été créée en 1972. Il y a eu une autre association qui s'appelait l'Association des éditions Saint-Michel, l'AESM, à Saint-Michel de Boulogne, je ne connais pas du tout. Moi je connais bien. À côté d'Aubenas. Bien, joli château. Donc le responsable était Monsieur Badenat. Totalement, j'ai trouvé ça dans le listing du Serpa. Alors là, j'ai un autre truc qui s'appelle le CDT, qui était le comité de Toulouse. Alors donc, comité de Toulouse, créé en 1970 apparemment. J'ai très peu d'informations. Trouvé dans Ciel Insolite numéro 5 de 1970. Il y a eu le CROSS 07, le cercle du réseau des opérations suricates de l'Ardèche. Le CROSS. Voilà. Donc, alors je ne sais pas qui était le responsable. C'est un certain David, mais pas Duquesnoy à mon avis, parce que le pauvre David Duquesnoy est mort depuis bien longtemps. Un certain David, mais je n'ai pas son nom. Alias de D07. Alias de D07. Pour continuer cette étude des phénomènes aériens non identifiés ou objets volants non identifiés au-dessus du département de l'Ardèche,
Je vous retrouve à présent dans le département voisin, le département de la Drôme, que nous avions vu dernièrement. Voici donc la carte des observations d'OVNI, ou de PAN, dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche. Si vous désirez avoir plus de renseignements quant aux observations du département de la Drôme, je vous invite à regarder l'épisode de novembre 2019 du JT OVNI OVI en France. Le lien est affiché en dessous de cette vidéo dans la partie description. Est-ce du fait qu'il y ait eu des ufologues, des groupes d'enquêteurs, des auteurs? Voilà, elle est juste là, la Drôme. 26, alors là, c'est plus sérieux. Hein. Voilà, là, il y a exactement, je vais te le dire tout de suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 associations. Gilles Durand va vous partager dans quelques instants les associations qu'il y a eu dans le département de la Drôme, pour ainsi faire une sorte de comparaison avec le département de l'Ardèche. Je vous invite à être très attentif aux lieux, villes ou villages où sont basées les associations, car cela a un impact sur la carte des observations que vous avez vues tout à l'heure. Et oui, là où il y a association, il y a observation d'OVNI ou recueil de témoignages. Un groupe, ce que j'appelle les GUI, les groupes ufologiques informels, qui s'appelait le groupe informel drômois, qui donc se situe à Valence, qui était un collectif qui a été créé en 1973. Voilà. Alors, parmi lesquels se trouvaient David Duquesnoy, Michel Figuet et André Chalouin. Alors, là, plus sérieux, le CFRU, donc section Drôme-Ardèche. En fait, le CFRU section Drôme-Ardèche a précédé l'AMT, en fait. Donc, CFRU, donc Cercle français de recherche ufologique. Il était donc à Granges-les-Valences. Donc, c'était effectivement, j'ai la preuve, hein, c'était David Duquesnoy qui en était le responsable. C'était donc l'information date de 1976. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été créé. Ensuite, on revient à l'AMT, hein, donc l'AMT délégation 26 et 84, hein, donc le Vaucluse. Alors ils étaient délégation LDLN en fait, hein, donc 26, l'AMT 07 était délégation LDLN Ardèche aussi. Hein. Donc à Valence, hein, dans la Drôme, pourquoi c'est en minuscule ce truc, j'en sais rien. À Valence, donc c'était Michel Dorier, David Duquesnoy, créé en 72. Association créée après le décès de Marc Thirouin. Voilà. Donc le CAV Les Pléiades, qui est le club d'astronomie valentinois de Valence, donc. Le CAV Les Pléiades, c'est son nom là, avec une section ufologie qui donc a été créée apparemment en 1976, mais j'ai pas beaucoup d'informations. On en trouve des traces, si j'ose dire. Il est indiqué, il est nommé dans un des numéros de la revue de l'AMT, hein, UFO Information. Voilà, c'était la revue de l'AMT. Hein. Je ne retrouvais pas le nom tout à l'heure, donc c'était ça. Il y a eu 34 numéros. Après, donc, alors c'est classé par ordre alphabétique, donc c'est pas classé par ordre chronologique, tu vois, des trucs plus récents, des plus vieux. Donc là, il y a le CE Ouranos, la commission d'enquête Ouranos, section Drôme, qui était donc 51 rue des Alpes à Valence, qui était également là où habitait Marc Thirouin. Alors après, donc tu avais le CE Ouranos, la commission d'enquête Ouranos, mais aussi par la suite la commission internationale d'enquête scientifique Ouranos, la CIES Ouranos, qui était également à Valence 51 rue des Alpes, donc chez Marc Thirouin, mais également 29 rue Marcelin Berthelot à Valence également, chez David Duquesnoy. Voilà. Comme quoi, hein, voilà. Alors, il faut savoir qu'à la mort de Marc Thirouin, il y a eu une scission entre le CFRU, Ouranos,
et l'AMT, donc, qui a été créé, et les cofondateurs de l'UGEF. Voilà, c'est assez compliqué. Tout ça, c'était en 69. Alors l'AMT n'existait pas, hein, mais le CFRU... Oui, enfin, l'UGEF avait été créé en 69, c'est ça, voilà. Et tout ça, ça se tape dessus, et il y a eu une scission en 72. Voilà, c'est donc... Le GRU, le groupe de recherche ufologique, qui se trouve à la MJC de Bourg-de-Péage. Voilà, donc c'est André Chalouin, créé en 74. Il y a l'IEP, l'Institut d'études parapsychologiques, activité ufologique annexe. Donc ça se trouve à Pierre-Latte. Donc c'est par un comment dirais-je, mené par un certain Tony Krapis, créé en 77. Donc les délégations LDLN 2607, comme dont je parlais tout à l'heure, donc c'est David Duquesnoy qui s'en occupe. Ensuite il y a le REF, le REF, R-E-P-H-E, recherche et étude des phénomènes historiques et étranges, qui se trouve donc à Montélimar, et qui est dirigé par Raphaël Mercoirol, créé en 1985. On n'entend plus en parler de lui. Hein. Tu le connaissais? Non. Moi non plus. La Serpent, donc la société d'enquête et de recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, donc à Bézaille, donc Bourg-de-Péage, hein, donc c'était donc Michel Figuet, créé en 84 et dissoute en 90. La SLUB, ah oui, on en parlait tout à l'heure, hein, la section locale d'ufologie de Buis-les-Baronnies. Donc, alors là c'est Villecroze, donc qui est les faubourgs de Buis-les-Baronnies. Buis-les-Baronnies c'est pas grand, mais Villecroze est un village proche de Buis-les-Baronnies. Fondé par Charlotte Fievé, dont tu as vu les photos tout à l'heure, repris ensuite par Madame Suzanne Perrault, donc créé en 79, et Madame Perrault l'a repris dans les années 90. Il y avait toujours eu une revue, hein, qui était donc UFO Bulletin, donc section locale de Buis-les-Baronnies. Ensuite, il y a le SUMJC, section ufologie de la MJC. Donc, qui se trouve à Bourg-de-Péage, toujours, tu vois, mais c'est plus André Chalouin qui s'en occupe, c'est Michel Figuet. Et ça se passe en... je vois pas... En 79, j'ai l'impression. L'UGE, donc Union des groupes espiologiques. Voilà. L'union des groupements espiologiques, bah, c'était aussi à Valence, et c'était aussi Marc Thirouin, c'était vers 1969. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont eu en même temps plusieurs associations qui géraient plus ou moins, qui étaient secrétaires, trésoriers, vice-présidents, je sais pas quoi. Ah, voilà. C'était assez marrant. Voilà, bah, c'était tout. Après, on passe en Isère. Comme l'a si bien dit Gilles Durand à l'instant, la liste des associations ufologiques dans le département de la Drôme se rangeait par ordre alphabétique et non chronologique. Il serait intéressant à l'avenir de voir la chronologie des associations qui se sont créées ou qui ont disparu en rapport avec les différents recueils de témoignages et d'observations qu'il y a eu dans ces départements. Comme on a pu le remarquer dans d'autres départements en France, il y a des zones où d'un coup il y a plus d'observations, il y a un pic d'observations d'OVNI ou de phénomènes aériens non identifiés. Parce que, à ce moment-là, il y avait un ufologue présent dans ce secteur. Je pense d'ailleurs à Jean Tirode ou à Rémi Fauchereau dans le département de l'Yonne. Là où il y a des associations et des ufologues, il y a recueil de témoignages et donc
il y a des observations de phénomènes aériens non identifiés. Ces zones ne sont pas aussi sensibles qu'on pourrait le croire. Elles sont sensibles parce qu'il y a recueil d'observations, recueil de témoignages. Ces témoignages peuvent ensuite être médiatisés, et du fait qu'elles soient médiatisées, influencent d'autres observations. Nous aborderons cela dans le prochain épisode OVNI en Ardèche 4. Nous allons nous intéresser au secteur de la Burle, de la vallée du mystère et bien d'autres choses. Il y aura également une comparaison entre les cas d'observation d'OVNI du département de l'Ardèche et du département de la Drôme. Car, comme vous l'avez vu, il y a des associations qui couvraient les deux départements. Je tiens quand même à dire qu'au début, était prévu dans ce dossier de faire une étude géo-ufologique. Mais comme cela prend beaucoup de temps, ce sera diffusé au cours du 4e épisode OVNI en Ardèche, qui sera un deuxième complément d'information et qui sera diffusé courant fin d'année 2022. Voilà, c'est la fin de cette édition du JT OVNI en France, dont l'étude était sur les observations d'OVNI dans le département de l'Ardèche. Je tiens à remercier tous les veilleurs, chercheurs, ufologues et passionnés de ce département, comme Geoffrey, mais également Ch'ti Dédé et Elisabeth de Privas. J'aurai l'occasion certainement de revenir dans ce département pour faire des veillées de surveillance du ciel et d'autres recherches. Je remercie aussi toute l'équipe, tous les membres de l'équipe d'ODH TV et vous autres, ODH Notes et auditeurs. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour une autre édition du JT OVNI en France. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo numérique muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo et à très bientôt sur les routes ufologiques en France sur ODH TV. Au revoir.